Donc, je vais commencer déjà par vous introduire du coup notre groupe de travail. Donc, en fait, notre groupe de travail appartient au groupe Mission Parcours. Il nous semblait important en fait, de travailler sur l'aide au repérage des enfants souffrant de troubles du neurodéveloppement. Alors, nous avons axé surtout sur les 0-10 ans, parce qu'en fait, après, les élèves interviennent, enfin, les patients, nos jeunes patients sont dans des collèges ou après dans des lycées et que c'est plus difficile de travailler parce qu'en fait, nous avons fait le choix de travailler avec les professionnels de l'enfance et c'est plus difficile de travailler au sein des collèges et des lycées à cause de l'éducation nationale qui nous ferme beaucoup les portes, alors que là, on avait accès aux structures plus facilement à travers les mairies et donc nos structures qu'on connaît bien sur le territoire. Nous avons fait une première année de travail sur nous avons différencié en fait la première année sur les troubles 10 parce que ça nous semblait trop lourd de gérer tous les troubles du neurodéveloppement. Donc nous avons géré notre première année sur le trouble 10 et nous avons eu un groupe de travail assez fourni avec plusieurs professionnels de santé. Ça, c'était très intéressant. Donc, on était un généraliste, un pédiatre, beaucoup d'orthophonistes, psychomotes, neuropsy, orthoptistes, infirmières azalées, infirmières libérales. Donc, du coup, très diversifié. Donc, on s'est interrogé sur comment, voilà, quels étaient nos freins, comment on pouvait aider au sein du territoire à mieux repérer ces enfants et à mieux accompagner les enfants et leurs familles. Et en fait, ce qui nous semblait intéressant, c'était aussi d'avoir la parole de ceux qui sont les premiers interlocuteurs et les premiers observateurs, je dirais, de ces troubles, qui sont les personnels de l'enfance et de la petite enfance. Donc, nous avons contacté les mairies pour avoir accès en fait à ces personnels-là, pour faire un premier questionnaire pour voir si eux, c'est un sujet qui déjà les intéressait, s'ils avaient des difficultés et s'ils étaient intéressés, mais aussi après par des outils d'aide au repérage et des webinaires comme on fait aujourd'hui ou des conférences ou des choses comme ça. Et donc, on a eu quand même des réponses plutôt positives à nos questionnaires. Et en fait, on s'est rendu compte que voilà, ils avaient les mêmes interrogations que nous, c'est-à-dire que l'impression de temps en temps de repérer des choses chez des enfants, mais qui étaient prises en charge tardivement, parce que nous, le problème, c'est qu'on ne peut pas intervenir sans l'aval des parents. Et les enseignants ou les personnels de crèche ne peuvent pas nous interpeller directement. Donc, c'est vraiment les parents qui font l'interface. Et des fois, en fait, bon, le problème de l'interface des parents ne nous contacte pas tout de suite pour nous faire part des problèmes. Donc, on se retrouve des fois avec des petits enfants qui ont des problèmes assez avancés, surtout sur les troubles 10, qui pour nous n'est pas forcément le plus facile à repérer en consultation. Sur les troubles du neurodéveloppement autres, ça peut être déjà plus facile pour nous à repérer éventuellement sur une consultation, quoique c'est encore pas facile. Donc, du coup, nous avons continué de travailler avec eux. Donc, et nous avons diffusé au bout de la première année le livret que Mathilde va vous présenter, le livret d'outils d'aide au repérage et à l'accompagnement des enfants souffrant de troubles 10 à 0-10 ans. Donc, à destination des professionnels de l'enfance, c'est-à-dire que ça va des RAM, des MAM, personnel de crèche, périsco, scolaire et les mairies. Et nous en avons fait aussi une affiche qu'on peut afficher dans nos cabinets ou au sein de ces structures qui interviennent autour de l'enfance au sein des mairies. Les trois mairies sont très partantes, donc on a eu vraiment des échos positifs des trois mairies. Et cette année, nous avons travaillé sur de la même façon, mais sur les troubles du spectre autistique et les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc sous le même schéma et donc l'outil d'aide va apparaître très vite. Là, on va vous le présenter en avant-première et avec la même chose, on fera aussi des affiches. Je vais laisser Mathilde vous présenter l'outil et puis on pourra aborder des questions après diverses si vous voulez. Alors, du coup, concernant les outils qui ont été, enfin, l'un est déjà édité, l'autre en cours d'édition, donc qui fonctionne à peu près sur le même principe. Globalement, en fait, si Lola, tu peux descendre. Merci, super. Il y a donc une partie sur les signes. Et donc, on a essayé de mettre des signes qui sont plutôt vulgarisés, vu que la destination, ce sont pour les parents ou les professionnels de l'enfance. L'idée, c'est de rester dans des termes qui sont plutôt communs pour que ça facilite la compréhension pour tous.
Donc, les deux livrets fonctionnent de la même manière. Donc, il y a une partie qui est sur les signes, une autre partie qui va concerner le parcours, et enfin une partie qui concernera les ressources. Voilà. Alors, si je reviens sur la partie signes de la première plaquette, donc sur les 10, donc on a utilisé le terme 10 parce que c'est un terme qui parle plus que TND. Voilà, même si c'est plus la terminologie actuelle que l'on peut utiliser entre nous. Et ce qu'on a décidé, c'était de séparer en différentes tranches d'âge, donc de 0 à 3 ans, donc tout ce qui est préscolaire, 3 à 6 ans maternelle et 6 à 10 ans, tout ce qui va être école élémentaire. Et ensuite, on a subdivisé en deux parties, tout ce qui va être 10 autour du langage et de la communication et 10 autour de la motricité. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Après, je vous laisserai lire la plaquette parce que tout est indiqué dessus. Mais typiquement, par exemple, pour le langage et la communication, entre 0 et 3 ans, on a indiqué n'a pas l'air de bien comprendre alors qu'il communique bien par le regard et les gestes. Pour les 3 à 6 ans, on peut avoir n'écrit pas son prénom, par exemple, donc plutôt sur la fin de, pas des 3 ans, évidemment, ou peu de vocabulaire ou phrases. Si on passe sur la partie des 10, sur la motricité et la coordination motrice, en 6 à 10 ans, on peut avoir des difficultés dans le graphisme, collage, la recopie des figures, le respect de la forme des lettres, géométrie. Donc voilà, on a essayé de mettre des signes qui étaient plutôt communs, enfin en tout cas qui parlaient à tout le monde. Voici pour cette partie sur les signes. Ensuite, on a réalisé un volet sur le parcours. Parce que c'est vrai que souvent, il y a des demandes sur mais alors, vous faites quoi si on va voir telle personne, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Donc, on a essayé de baliser un peu qui peut intervenir pour quel type de 10, et puis d'indiquer dans le champ d'action les spécificités de certaines professions. Pas de toutes, parce que pour certaines, ça nous semblait un peu évident, comme pour les médecins généralistes, pédiatres et médecins scolaires. Et on a essayé également de recenser le nombre de professionnels qu'il y avait dans le secteur et si c'était remboursé ou pas, et s'il y avait besoin d'une prescription médicale ou pas. Donc voilà. Et enfin, la partie ressources. Donc là, c'est toutes les ressources qu'il y a sur le territoire et hors territoire, parce qu'évidemment, la plateforme de coordination et d'orientation, par exemple, plus communément connue sous Oscar, bon, bah, elle est à Nantes, donc elle n'est pas dans le territoire de la CPTS, mais en tout cas, c'est une ressource que l'on peut, à laquelle on peut se référer. Voilà. Et donc, il y a plein de références, de ressources qui interviennent dans les troubles 10 qui sont spécifiés sur cette plaquette-là. Et comme le disait Séverine, donc associée à la plaquette, il y a une affiche euh, qui reprend du coup le tableau des signes seulement et le petit QR code qui renvoie à la plaquette qui permet d'avoir toutes les infos que je viens de vous présenter là. Donc voilà pour ce travail sur les 10. Et si on passe sur la plaquette de cette année qui concerne donc le TSA et le TDAH, donc c'est toujours une plaquette qui est à destination des parents et des professionnels de l'enfance. Donc un outil d'aide qui va permettre de vulgariser un maximum les signes. Donc comme je le disais, bah, les signes concernent, enfin la première partie, pardon, concerne les signes. Et on a ciblé d'abord le TSA, puis après le TDAH. C'était plus simple de faire comme ça. Bon, cette fois-ci, on y a rajouté quelques petites définitions par rapport à l'année dernière. Et de la même manière, on a scindé en groupes d'âge. Cette fois-ci, on a été un petit peu plus large, donc 0 à 6 ans et 6 à 10 ans. Alors, pour les signes TSA, on a coupé les signes en fonction des gros points qui signent un TSA. Donc, le déficit persistant de la communication et des interactions sociales qui sont observées dans des contextes variés, avec par exemple de 0 à 6 ans, le fait qu'il ne réponde pas à son prénom. Ensuite, on a indiqué les intérêts restreints et répétitifs avec quelques exemples comme les intérêts restreints, répétitifs, comme des passions pour les dinosaures, l'espace et compagnie.
Et le dernier volet sur les TSA qui concerne la gestion des émotions. Et donc, par exemple, on retrouve de l'anxiété dans les deux tranches d'âge, des crises de colère pour les plus petits, mais également pour les plus grands, ou alors pas de réponse adaptée à ce qui est demandé pour les plus grands. Et on a fait la même chose pour les signes TDAH, avec de nouveau une définition, un découpage en tranches d'âge 0,6 et 6,10. Et on a pris deux volets, donc le volet inattention et puis le volet impulsivité, hyperactivité. Et dans le volet inattention, on a indiqué des exemples de type, voilà, perd souvent ses affaires, oublie de consignes. Dans l'impulsivité, hyperactivité, n'attend pas son tour, par exemple, ou bouge tout le temps sur sa chaise. Des signes qui sont, voilà, de nouveau communs, qui peuvent se voir et puis qui parlent à tout le monde surtout. Voilà, et sur le même principe que la première plaquette, on a évoqué le parcours. Ouais, c'est ça, le parcours. Donc cette fois-ci, on a rajouté une colonne qui est la colonne âge. Euh, et puis, on a remplacé tout simplement le 10 avec TSA et TDAH pour être à jour. Donc voilà, c'est le même principe que pour l'autre plaquette, donc je vais pas plus aller dans le détail. Et ça, c'est voilà, la partie ressources, on a indiqué une fiche qui est un peu différente de l'année dernière, où on a voulu mettre un peu d'explication dans toutes les structures qui interviennent, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple. Et donc, on a dissocié les structures de soins, des plateformes de coordination et d'orientation, des structures d'appui. Et dans les structures de soins, on a fait un parcours avec des flèches pour comprendre un peu comment ça fonctionne et qui intervient en premier recours, qui intervient en deuxième recours et qui intervient en troisième recours. Parce que c'est vrai que ce sont des termes qu'on peut entendre, mais on ne sait pas toujours où est-ce qu'ils se situent dans le parcours de soins du patient. Avec aussi une structure d'appui comme la MDPH qui intervient en général assez rapidement. Après, donc tout ce qui est... Voilà, super. Les ressources, merci. Donc les ressources sont les mêmes que la dernière, enfin que sur l'autre livret avec un peu plus de détails cette fois-ci. Et là, tout a été pareil trié avec structure de soins, plateforme de coordination et structure d'appui pour que ce soit clair suivant la partie qui a été faite juste avant sur le parcours de soins pour que les personnes qui lisent ça s'y retrouvent un peu mieux. Voilà. Donc, je voyais qu'il y avait des questions, notamment de Ouais. Maëlys. Du coup, les plaquettes, elles sont, alors celles du trouble 10, elles sont disponibles, vous pouvez le demander auprès de la CPTS, hein, du coup, il nous en reste. Celles des troubles du TSA et TDAH, elles vont être éditées, là, on a validé, hein, donc vous avez vu, en fait, vous l'avez vu en avant-première. Donc, elles vont être éditées, elles seront disponibles à la rentrée. Donc, vous pourrez en demander, hein. Donc, vous pouvez en demander du coup et on aura le principe de la fiche aussi. Donc, vous pouvez en demander pour vos cabinets. Et puis, nous, on va en faire distribuer, du coup, comme on a fait l'année dernière, donc par l'intermédiaire des communes, on les fait distribuer donc dans les crèches, dans les périscos, dans les MAM, les RAM et tous les personnels de l'enfance et petite enfance qui veulent et disponible dans tous les centres d'accueil des mairies où ils accueillent des enfants, voilà, dans différents contextes, hein. Donc ça, l'appui des mairies est vachement bien. Et puis sinon, vous demandez à la CPTS et puis on peut, voilà, vous pouvez soit récupérer au local de la CPTS. On en remettra sûrement aussi la journée conviviale qu'on va faire le 4 juillet, hein, parce qu'il nous en reste. En tout cas pour les troubles 10, hein. L'autre, elle est en cours d'édition, mais elle sera disponible à la rentrée. Notre Ok, projet aussi, ça serait de travailler sur, donc ça va être le projet de l'année prochaine, de travailler sur une forme de formation formation en visio, enfin une sorte de petit film qu'on ferait où on reprendrait un petit peu toutes ces idées-là sur les différents troubles du neurodéveloppement avec en fait une sorte de petit visio de 30 minutes où on explique un petit peu tout ça sous forme imagée avec pareil les signes de repérage, les ressources et le parcours. Euh,
Donc ça va être le travail de l'année prochaine. Et donc, on aura aussi un accès à quelque chose de filmé. Le but, c'est de la diffuser auprès aussi des professionnels de santé et des professionnels de l'enfance et de la petite enfance qui la réclameraient, parce que c'est quelque chose qui nous a été demandé. Mais on ne peut pas voilà, s'amuser à faire des webinaires pour chaque école, pour chaque ressource. Donc, on va plutôt faire ça sous forme filmée et le diffuser l'année prochaine. Et Lola, je veux bien que tu présentes du coup, alors je ne sais pas si tout le monde connaît la plateforme de coordination et d'orientation, la plateforme Oscar, bon, qui a eu des débuts, enfin un début pas mal, qui a eu un milieu un peu compliqué avec un arrêt de fonctionnement et là qui refonctionne. En tout cas pour le CHU de Nantes, hein, parce que le CHU de Saint-Nazaire, ça fonctionne, CHU d'Angers aussi. Mais c'est vrai qu'à Nantes, du coup, ça a été un petit peu compliqué. Donc le but de cette plateforme Oscar, c'est de faire ce travail aussi de coordination et d'orientation. L'avantage, c'est que du coup, pour les enfants qui souffrent de troubles du neurodéveloppement assez sévères, et l'avantage aussi, c'est que bah, quand on est en manque de ressources, bah, de s'appuyer sur eux pour qu'ils voient s'ils ont des libéraux auxquels ils peuvent faire appel, et de financer aussi ces aides-là, parce que c'est un peu le problème en fait hein, de ces enfants-là hein, qui sont pour certaines aides notamment psychomotes ou ergo, ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale ou la MDPH. Donc, l'avantage de passer par la plateforme Oscar, c'est que ça permet de financer. Par contre, bon, il y a du délai d'attente, parce que comme il y a eu un dysfonctionnement, c'est vrai qu'à Nantes, on a un peu ce problème-là. Et pour en fait orienter ces enfants-là sur cette plateforme-là ou sur l'espace Galilée, l'hôpital de jour Galilée de Bretéché, hein, qui est géré par un pédiatre aussi et qui travaille de la même façon. En fait, je ne sais pas si les médecins connaissent que ça s'adresse qu'aux médecins. On a un livret qui reprend tous les énoncés. Alors, si tu peux le mettre, le livret de repérage qui est fait par les autorités de santé, qui a été réédité en début d'année. Merci Lola, qui a été réédité en début d'année pour repérer, alors qui est très très bien fait, ça nous permet de repérer à chaque âge bah, des petits symptômes qui peuvent nous poser souci. Et donc, une fois qu'on a rempli la plaquette pour l'âge concerné, et il y a aussi des fois un interrogatoire du parent, du coup, on peut envoyer directement nos enfants sur bah, soit l'hôpital de jour Galilée, soit sur la plateforme Oscar. Et puis même nous, ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très utile quand on fait les bilans des 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, de faire aussi le petit interrogatoire à chaque âge. Il y a des petites fiches à remplir qui sont très rapides. Alors pour l'instant, ils ont ciblé les 0-7 ans, parce que le but est de repérer le plus tôt possible les troubles du neurodéveloppement pour pouvoir les accompagner au mieux. Il va y avoir aussi un livret qui va sortir sur les 7-10 ans, parce que certaines plateformes commencent à traiter les 7-10 ans. Donc, vous voyez, c'est très rapide à remplir. Il y a des liens aussi pour aller sur des grilles que les parents peuvent remplir de façon très facile aussi. Bah, je trouve que c'est vraiment un très bon outil. Donc, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas aussi à redemander, à la redemander. Donc, ça t'adresse par contre qu'aux médecins. Ouais. C'est aux médecins pédiatres, généralistes, médecins scolaires, voilà, tous ceux qui peuvent orienter directement. Hein, donc, et elle est téléchargeable sur le Sur site le de site, l'HF. Ouais, ouais. ouais. Il y a Amélie aussi, Oui. trouvé. Bon, il n'y a pas de grand changement entre celle d'avant et celle de. Je n'ai pas trouvé de gros changements. Il y a peut-être des choses un peu plus développées, mais il n'y a pas de gros changements. Ouais. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions de certaines personnes avant qu'on évoque éventuellement bah, le travail qu'on envisage pour l'année prochaine. Donc, notre groupe de travail l'année prochaine, le but de ce groupe de travail dans le parcours, donc on est parti sur travailler sur le problème des écrans. Alors, l'avantage, c'est qu'on va tomber en plus dans une campagne nationale, donc je pense qu'on va avoir pas mal de support. Les écoles et les mairies sont très intéressées aussi par ça. Donc, du coup, voilà, notre but, ça serait d'essayer de faire bah, peut-être sous le même format, soit des petits outils de repérage pour que
les enfants et les parents prennent conscience du temps que leurs enfants passent devant les écrans, voilà, d'avoir des informations de ce type. Et comme je vous le disais, du coup, on va travailler sur la fabrication d'un petit film pour présenter notre travail sur les repérages des TND chez l'enfant et quel parcours on a dans le territoire, quoi, pour pouvoir le présenter sous différents formats faciles à exporter pour tous ceux qui le demanderaient. Et l'autre travail qu'on a aussi parallèlement, c'est que les CPTS du Pays de la Loire, en fait, quasiment toutes les CPTS en Pays de la Loire ont travaillé sur ce thème-là, sans que ça soit au départ un thème qui était demandé par les caisses et par l'ARS. Donc, sous différentes formes, mais souvent autour du trouble du neurodéveloppement, parfois de l'handicap de l'enfant de façon plus large. Et donc, on va créer aussi un groupe de travail inter-CPTS Pays de Loire pour pouvoir combattre des freins qui sont encore importants pour nous, qui sont du coup avec l'éducation nationale, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à pouvoir communiquer avec l'éducation nationale et on est quand même des fois très en limite pour pouvoir accompagner certains enfants parce que les protocoles d'accompagnement dans les écoles peuvent changer, les termes peuvent changer. On a besoin des fois, voilà, pour mettre en place des choses ou pour casser le secret médical autour d'un enfant, de pouvoir discuter directement avec le médecin scolaire, mais c'est très difficile. Donc, on va essayer de travailler régionalement là-dessus. Et puis, l'autre difficulté qu'on a aussi, c'est les retours de la MDPH. Alors, en tout cas pour le 44, parce qu'en 85, ce n'est pas le cas. Mais pour le 44, on a eu, en fait, on voulait faire un travail conjoint avec la MDPH, un outil facile pour nous à utiliser parce qu'on est des fois en difficulté pour remplir ces fameux certificats MDPH qui sont essentiels pour les enfants et les parents pour avoir le maximum d'aide et surtout une aide adaptée et les bonnes ressources. Et c'est vrai que nous, c'est quand même pas notre cœur de métier. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ça fait 2 ans et demi qu'on n'arrive pas à avoir ce contact-là et ce travail-là ensemble. Donc, on va essayer régionalement d'avoir plus de poids. Quand on est plusieurs CPTS, c'est plus facile de travailler avec des grosses machines comme la MDPH ou l'éducation nationale. Même si en éducation nationale, bon, on a des retours nationaux qui fait que bon, on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir en tirer parce que c'est très, 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 très difficile, quoi. Malheureusement, les écoles sont très intéressées, mais après, on ne peut pas enfoncer les portes des collèges et des lycées, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, vous êtes bien bienvenus l'année prochaine si vous voulez travailler avec nous au groupe de travail 10. Enfin, qu'on appelle 10, mais en fait, qui sont voilà, groupe de travail autour, je dirais, des difficultés des enfants. Et c'est vrai, Séverine, les dossiers MDPH là qu'on doit remplir, nous, en tant que généralistes, pour les troubles 10, moi, je suis toujours un peu désemparée parce que souvent, nous, on n'a pas les retours écrits d'une orthophoniste ou de l'école. Donc, en fait, on se base sur les dires des parents. Enfin, c'est un peu particulier, je trouve, de remplir ce dossier qui est pas adapté du tout, en fait. Oui, parce qu'on a le même dossier, tu le sais bien, on a le même dossier pour Les tout le troubles monde. des Hein, apprentissages, et à part voilà. ça, on n'a rien à noter, en fait. Et Enfin, l'autre difficulté, c'est que pour les TSA ou les TDAH, tu sais que normalement, on doit avoir un diagnostic confirmé par un neuropédiatre ou un neuropsychiatre ou un pédopsychiatre. Mais le problème, c'est qu'on est en carence de neuropédiatres et de pédopsychiatres. Et que donc là, la MDPH nous a confirmé qu'on n'était pas obligé d'avoir les conclusions d'un neuropédiatre ou d'un pédopsychiatre pour un enfant si on avait au moins un bilan neuropsy qui nous confirmait les choses et si nous, on avait l'intime conviction quand même des troubles. Parce qu'ils sont très conscients en fait de ça. Donc ça, c'est déjà une information qu'on a eue, hein, qui a été confirmée. d'accord. Moi, j'en ai fait l'expérience hein, déjà parce que j'ai une famille où malheureusement tous leurs enfants ont dessous de TSA, c'est un peu terrible pour eux. Et du coup, pour les petits derniers, on n'avait pas de. Même les neuropédiatres qui suivent les plus grands ne pouvaient pas suivre les plus petits. Donc, mais en fait, voilà, on peut lancer. Voilà. Moi, je pensais plus aux dyslexies, tu vois. Alors, les dyslexies, en fait, ce qu'il faut surtout noter, c'est les difficultés au quotidien. Donc, il faut bien noter, en fait, dans le Le soutien, retentissement, en fait, voilà, que les parents peuvent passer, par exemple, des heures les à devoirs. refaire les devoirs des enfants. Mm. Euh,
les rendez-vous orthophonistes qui peuvent être compliqués des fois à caser sur un rythme aussi, notamment quand il y a un parent isolé, voilà, qui a d'autres enfants, de gérer les temps de consultation, les problèmes de transport, les problèmes de disponibilité, voilà. Donc en fait, il faut vraiment tout noter parce que là, bon, du coup, c'est vrai que là, on va pas avoir besoin de demandes particulières. Après, c'est des aménagements scolaires. euh, mais les aménagements scolaires, c'est pareil, d'une année à l'autre, ça change. Les termes changent, même l'éducation nationale est perdue, enfin, les enseignants sont même perdus eux-mêmes dans les appellations, etc. Et pour avoir, par exemple, l'aide, ce qu'on appelait avant l'auxiliaire de vie scolaire, voilà, c'est très difficile. Hein. Pour des enfants qui ont simplement des troubles 10, c'est quasiment impossible maintenant, quoi. Et même pour des enfants qui ont des handicaps beaucoup plus lourds, c'est des fois même difficile. Donc, tu vois, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment, en fait, euh, noter, parce que j'avais participé, la MDA, qui est la MDPH du 85, qui s'appelle MDA, est beaucoup, beaucoup plus impliquée avec les groupes de travail des CPTS localement et avec les médecins qui s'occupent de ces demandes de dossiers. Et donc, a fait des tutos super intéressants là-dessus, voilà. Et il nous disait du coup de vraiment en fait noter tout le temps passé, toute Le l'énergie retentissement, tout le retentissement pour qu'il peut y l'indiquer. avoir, et même le retentissement, tu vois, sur une fratrie. Un enfant, tu vois, qui va faire des crises tout le temps, qui monopolise ses parents, ou tous les week-ends on passe à voilà. Bien noter tout ça parce que en fait tout ça c'est important quoi. C'est sûr que bon c'est pas des enfants qui vont être handicapés en fauteuil roulant ou là on va avoir un handicap, mais en fait il faut noter véritablement tout ça. Et après voilà, si vous avez ne pas attendre non plus voilà éventuellement un diagnostic de neuropédiatre et pédopsychiatre si vous avez certains dossiers qui sont bloqués, parce que là il faut être honnête, des pédopsychiatres on n'en a plus, neuropédiatre c'est peau de chagrin. Et le problème de la PCO, la plateforme Oscar, ils ont 8 mois de dossiers en retard, donc on n'est pas prêt d'avoir des conclusions rapides, quoi. Mhm. C'est ça qui freine un peu. Il faut continuer à repérer, mais c'est un peu compliqué la suite après. Après, c'est le parcours, ouais. Les parcours et les ressources hein, qui sont C'est courts. toujours ça. Ouais. Et puis là, je ne sais pas si vous avez su, mais nos enfants qui étaient accompagnés, nos enfants avec handicap qui étaient accompagnés par des transports sanitaires type taxi, ça va sauter en Loire-Atlantique. Ah ouais. C'est une décision C'est-à-dire, ce qui a été prise. sera. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus de financement de leur transport. Ah ouais. Tous les enfants qui ont des TND importants, qui ont des handicaps physiques ou intellectuels, ne seront plus accompagnés. C'est une décision. Alors, je crois en plus c'est local, hein, donc voilà, par mesure de restriction dans tout ce qui est transport sanitaire, quoi. Donc, ça remet des difficultés à beaucoup de parents. Donc, on va sûrement être interpellé par beaucoup de parents là-dessus, sur cette difficulté-là. Ouais. Ça va être effectif à la rentrée. Ah d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? Non, je voulais juste rajouter une info que tu nous avais envoyée concernant un webinaire sur le lien TSA et soins dentaires qui aura lieu le 27 juin de Ce soir. mémoire en fin de journée, un soir, c'est ça, 19h, 21h. Voilà, si ça N'hésitez intéresse pas à aller certains. sur le centre de ressources de l'autisme, hein, qui fait partie du coup, qui est tout proche de nous, qui fait beaucoup d'accès à des webinaires très très intéressants. Et l'URML aussi, mais pas mal, parce que j'ai travaillé avec l'URML aussi et des pédiatres. Il y a pas mal de webinaires aussi qui sont très intéressants sur le handicap de l'enfant, voilà. Donc n'hésitez pas, il y a des ressources qui sont pas mal à ce niveau-là. Je peux vous envoyer du coup à suivre les documents qui ont été présentés et puis le lien du coup vers le webinaire avec des petites informations. Et quand on aura reçu à la CPTS, on vous enverra aussi une information et puis si vous passez en chercher, vous êtes les bienvenus. Et ce sera possible du coup la semaine prochaine là du coup d'amener des affiches et des petites plaquettes pour Ouais. les troubles 10, s'il vous plaît.
on va amener plusieurs outils sur un peu tout le sujet, donc pas de souci, ça en fait partie. Merci. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Au Merci. revoir.